ça y est, peut-être pour l'évidence ou la mise en réalité de cette peine de mort, vous avez suivi le ministre de la Justice, Constant Mutamba, lors du lancement de l'opération Kinshasa Zéro Kuluna, qui a promis désormais tous les Kuluna vont commencer à être condamnés à la peine de mort et certains seront transférés à la prison d'Anginga, cette prison qui faisait débat à l'époque. Aujourd'hui, cette opération lancée par le ministre de la Justice, même si on parle du parallélisme de la forme et de la compétence, est-ce que le ministre a-t-il cette compétence de lancer cette opération alors que le ministre de l'Intérieur, qui a à ses mains ses attributions, que lui qui devait les faire, mais ce n'est pas peut-être là le grand problème. Le grand problème aujourd'hui, est-ce que les lois de la République démocratique du Congo prévoient la peine de mort en ce qui concerne les infractions commises par les Kuluna, parce qu'à un moment, les magistrats déclaraient qu'il n'y avait pas de loi qui encadrait, qui abordait la question des Kuluna. C'est pourquoi beaucoup de Kuluna, à chaque fois quand ils étaient arrêtés, après, ils étaient relâchés. Alors aujourd'hui, est-ce que y a-t-il des nouvelles dispositions de loi qui permettront aux magistrats de commencer à condamner les Kuluna à la peine capitale, la peine de mort? On en parle dans cette émission. On va revenir aussi sur ce que Sibi aujourd'hui, Corneille Nangaa et ses complices dans ces procès que vous savez bien, qui étaient allés au niveau de l'appel, et puis les juges ont confirmé la condamnation à la peine de mort contre Corneille Nangaa et ses complices. Le ministre même de la Justice avait annoncé l'exécution dans les prochains jours de cette peine, la peine de mort. Mais aussi, on a lancé des mandats d'arrêt internationaux seront lancés envers Corneille Nangaa, et puis les biens, meubles et immeubles de Corneille Nangaa et ses complices seront mis à la vente aux enchères pour qu'on puisse récompenser les victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Interface, voici les deux thématiques qui font la in de cette émission. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors, pour en discuter, nous recevons pour vous justement celui qui vous permet de comprendre sur le plan juridique, parce que nous et vous ne sommes pas des spécialistes. Il fallait appeler quelqu'un qui a la spécialité pour à chaque fois commencer à nous expliquer, parce que le monde aujourd'hui ne marche pas seulement avec des généralistes, mais aussi des spécialistes à la matière. En ce qui concerne le juridisme, on l'appelle toujours, il s'appelle Maître Cédine Toumba. Il est le secrétaire général des consommateurs lésés, chercheur en droit, parce qu'il fait son doctorat à l'université de Kinshasa, fait professeur d'université certainement, ici en République démocratique du Congo, juriste de formation. C'est avec lui qu'on va essayer d'aborder toutes ces thématiques. Maître Cédine Toumba, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Daniel Roland, ravi de vous voir une fois de plus. Alors, Maître Cédric, d'entrée des jeux, vous avez suivi l'introduction de cette émission, des thématiques. Aujourd'hui, je m'en souviens l'autre fois, avec vous, on avait abordé cette thématique liée aux condamnés, à Corneille Nangaa et ses complices. Aujourd'hui, la thématique ressurgit sur à la toile, à la in, par rapport à ces procès au niveau qui était allé en appel. Mais on va commencer d'abord en ce qui concerne les phénomènes Kuluna, d'ailleurs qu'on a abordé les mois passés avec vous, quand vous proposez des solutions pour essayer, si pas finir, mais essayer de diminuer les phénomènes Kuluna. Aujourd'hui, le ministre de la Justice a lancé cette opération Kinshasa Zéro Kuluna. D'abord, comment avez-vous trouvé cette initiative? Oui, exactement. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland. L'émission d'aujourd'hui, nous la tournons avec un peu plus de tristesse, parce que nous sommes bien évidemment endeuillés. L'université de Kinshasa a perdu un éminent et érudit professeur d'université, Monsieur le professeur José Tasoki Manzele, qui était même le chef du département du droit pénal et criminologie, qui est décédé ici à Kinshasa, je crois aux cliniques universitaires. Et donc, c'est vraiment une lourde perte pour l'université de Kinshasa.
Et je présente toutes mes condoléances, nécessaires condoléances à sa famille, ses enfants. Seul Dieu connaît la raison. Alors, en rapport avec la question relative au phénomène Kuluna, zéro Kuluna bien entendu. Au fait, monsieur Daniel Roland, moi je ne pense pas que le ministre de la Justice a empiété les fonctions du ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que le ministre de la Justice est patron du système de la justice. L'efficacité de notre système judiciaire est bien entendu aussi guidée par les actions du ministre de la Justice. Lorsque on parle de l'opération Zéro Kuluna, on a l'impression de pointer plus vers la police nationale congolaise. Et que la police nationale doit nécessairement arrêter les Kuluna. Et si on s'inscrit dans ces contextes, on a aussi l'impression que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit être à même ou qui est habilité à promouvoir, n'est-ce pas, le phénomène, enfin même pas les phénomènes, cette histoire communément appelée Zéro Kuluna. Slogan, je peux dire, Zéro Kuluna. Mais il faut savoir que nous sommes dans un secteur qui, en tout cas, M. Daniel Roland, partage des liens très étroits. Pendant que la police doit arrêter, n'oublions pas que la police qui arrête, qui fait en tout cas la gendarmerie dans notre ville, n'arrête pas que pour arrêter, mais arrête pour normalement acheminer les personnes arrêtées vers les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui sont bien entendu la manche courte de parquet, et arrête aussi, excusez-moi, pour expédier ces Kuluna vers le ministère public, qui est le parquet. Or, la police judiciaire ainsi que le parquet ne sont pas sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, sauf, je le précise bien, il y a une nouvelle loi, je crois bien, qui promettait l'intégration de la police judiciaire dans la police nationale congolaise. En tout cas, sous réserve de vérification sur la loi de 2013, je crois que c'est là, c'est ce qui devrait être fait. Mais qu'à cela ne tienne, l'intégration de la police judiciaire dans la police nationale congolaise n'excluait pas la police judiciaire sous l'autorité du parquet. Parce que les actes que pose la police judiciaire sont des actes qui rentrent dans l'instruction criminelle, M. Daniel Roland. Et l'instruction criminelle échappe bien évidemment à la compétence du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il se limite sur une politique, en tout cas, je dirais, d'intimer l'ordre à la police, d'aller arrêter, faire ceci et là, pour qu'il y ait l'ordre public, les calmes, ainsi de suite. Mais dès lors que le ministre de la Justice s'est saisi de la question, c'est principalement sur le point judiciaire. Pour que la police, quand la police judiciaire arrête, il faut que le procès s'organise. La politique pénitentiaire de notre État est dans les attributions, n'est-ce pas, et parmi les attributions du ministre, non pas de l'Intérieur, mais du ministre de la Justice. Donc le ministre de la Justice peut à tout moment promouvoir la cessation du phénomène Kuluna au travers l'organisation de procès, au travers l'arrestation de Kuluna qui vont nécessairement être jugés. Donc pas plus que, je crois, avant-hier, nous avons vu le ministre de la Justice assister dans un procès. Vous voyez, peut-être que c'est son assistance qui peut poser problème, mais néanmoins, il est la personne mieux placée pour organiser, en tout cas promouvoir l'arrestation, la cessation du phénomène Kuluna au travers de mécanismes.
non pas de faits gendarmériques, mais de mécanismes, monsieur Daniel Rolland, qui sont purement judiciaires. Et je vous l'ai révélé, même, je vous ai révélé cela la fois dernière, que le parquet est sous l'autorité du ministre de la Justice et non du ministre de l'Intérieur. Et s'il faut organiser un procès pour que parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas compétence d'organiser un procès de telle sorte que les Koulouna soient condamnés. Non, il n'en a pas. Mais le ministre de la Justice peut impulser qu'il y ait organisation d'un procès afin que les Koulouna puissent être condamnés. Peut-être le problème, ce serait sur l'indépendance des magistrats, dès lors que, à leur niveau, ils doivent organiser les procès, ils doivent dire les droits condamnés, mais par l'assistance du ministre de la Justice, est-ce que la justice qui en résulterait, ce serait une justice indépendante, M. Daniel Rolland? La question serait beaucoup plus sur, l'inquiétude serait plus l'indépendance du magistrat qui est appelé à dire le droit sur le Koulouna dans un procès où le ministre de la Justice prend part. Voyez-vous, ne serait-il pas une messe qui serait déjà dite bien avant? Donc, l'indépendance poserait peut-être problème. Mais, à notre humble avis, je pense que dès lors que le ministre de la Justice estime qu'il faut qu'on organise le procès contre Sekoulouna, il y a, M. Daniel Rolland, un effet, au fait, même pas préventif, mais un effet de peur que le ministre, que le procès inspire dans le chef, non seulement de Koulouna qui ne sont pas arrêtés, mais aussi de ceux qui ont la susceptibilité de devenir Koulouna. Parce que, puisque à partir du moment où les citoyens lambda, le Koulouna des cités, Yolo et autres, vont observer que le Koulouna, M. Daniel Rolland, sont non seulement arrêtés, mais ont été aussi condamnés à mort. Au-delà de la condamnation à mort, ils ont été exécutés. En tout cas, à mon humble avis, c'est vrai que l'État doit servir d'exemple pour que les autres personnes ne puissent pas adopter le même comportement. Mais en ce moment ici, M. Daniel Rolland, sans toutefois mettre l'eau dans ma bouche, je crois que le ministre de la Justice a la compétence d'impulser l'organisation d'un procès pour la condamnation des Koulouna et l'exécution de la peine des morts, de la peine et autres, et de la compétence du ministre de la Justice. Donc bref, je crois qu'il n'y a pas empiètement de fonctions. Je crois qu'il n'y a pas non plus un problème de qualité. Parce que tout dépend du contexte dans lequel vous placez le ministre de la Justice. Vous le placez où? Parce qu'il est le patron de la justice. Et quand il impulse l'organisation d'un procès, et lorsque le procès s'est fait, il dit il faut qu'on exécute ces Koulouna. Le ministre de l'Intérieur n'en a pas la compétence. Vous voyez, moi je vous ai dit et je le répète, le problème c'est sur l'indépendance des magistrats qui sont appelés à dire le droit sur le phénomène, le fait commis par les Koulounaires. Alors, Maître Cédric, on parlait l'autre fois, les gens ont toujours déclaré dans ces pays, des fois, à l'époque, quand les magistrats arrêtaient les Koulouna, après quelques jours, ces Koulouna a été relâchés, soi-disant, parce qu'il manquait des lois spécifiques qui pouvaient permettre aux juges de condamner ces Koulouna. Mais au moment où cette opération a été lancée en présence du ministre de la Justice qui a assisté à ces procès, pensez-vous qu'aujourd'hui, on a des lois spécifiques qui pourront aider les magistrats à condamner ces Koulouna, et surtout on va aborder un moment ce que le ministre a dit concernant la peine de mort. Est-ce que c'est prévu par les lois en République démocratique du Congo? Bon, à la question de savoir si, à la question d'abord sur le relâchement de Koulouna, la libération de Koulouna, j'ose croire qu'il n'y a pas longtemps, c'est le tribunal militaire qui a condamné, la haute cour militaire, à moins que je m'en abuse, qui a condamné un magistrat qui avait concouru à la libération d'un Koulouna. Parce qu'actuellement, il faut avouer que les Koulounaires sont arrêtés sont jugés par le magistrat militaire, le juge militaire. Alors la question c'est que... C'est prévu? Si, exactement. Ce sont des civils quand même. Ce sont certes des civils, monsieur Daniel Rolland, mais il faut avouer que le fait qu'ils commettent
n'est-ce pas, rentrent dans les contextes de faits de terrorisme. Ce sont des gens qui sèment la terreur. Ce sont des gens qui sèment la terreur et qui utilisent même des armes blanches, justement pour aller faire du mal. Et quand on parle de l'arme, l'arme n'est pas seulement cette fusil qu'on voit entre les mains des soldats, policiers, non. Même la machette est une arme blanche, voyez-vous. Et j'aimerais d'abord peut-être parler de ces relâchements. Plusieurs fois, nous avons assisté à des libérations systématiques de prisonniers par le magistrat, justement parce que le magistrat avait bel et bien reçu le frais pour la liberté provisoire et du coup il libère. Mais au fait de la fois dernière, nous avons constaté un magistrat être jugé par la haute cour militaire. La haute cour militaire l'a condamné parce qu'il aurait libéré les Koulouna. Or, le magistrat a posé un acte que la loi lui recommande de faire. Accorder la liberté provisoire, c'est justement un acte qui rentre dans ses attributions. Mais le plus grand problème, c'est que les contextes et les conditions de la liberté provisoire en question, est-ce que sont les mêmes? Les conditions étaient-elles remplies? Mais si aussi, monsieur Daniel Rolland, nous devons assister à un contrôle systématique de toute la liberté provisoire octroyée par le magistrat, aussi bien militaire que les magistrats civils, j'ose croire que nous n'assisterons pas à ces phénomènes de libération de Koulouna parce qu'il aurait donné 600 $. D'ailleurs, ça s'est passé même dans des chaînes de télévision où on a ouï dire que ce que le Koulouna avait donné comme contrepartie de cette liberté, ce n'était que 600 $ et puis une autre somme d'argent si c'est 200. Vous voyez, ça écœure. Si dans le problème, ce n'est pas que l'existence de l'insuffisance des moyens financiers pour le magistrat, mais le problème, c'est aussi la mentalité de nos magistrats, M. Daniel Rolland. Il est des personnes à qui vous pouvez faire du bien, vous pouvez leur donner, les mettre dans des conditions de vie, en tout cas adéquates. Mais M. Daniel Rolland, ils vont toujours demeurer dans ces systèmes de corruption de masse, demeurer dans des systèmes de concussion, ce qui ne serait pas normal. Il faut que le magistrat octroie la liberté provisoire lorsque les conditions sont réunies et lorsqu'il estime que les faits sont établis. Exemple, vous avez un magistrat, par exemple, qui arrête quelqu'un qui a entendu qu'on a vendu une parcelle, par exemple. Le monsieur a reçu l'argent, plutôt que de donner l'argent à celui qui existe mais qui est en Europe, propriétaire de l'argent, lui il utilise l'argent en 2 jours, tout ça, on ne sait pas où est-ce qu'il a mis l'argent, on l'arrête. Et il vient chez le magistrat, il dit que non, je ne suis resté qu'avec 1 000 $. Les 14 000 $, je les ai bouffés. Et les magistrats, dans des conditions pareilles, il dit, écoutez, il faut libérer. Un autre problème, monsieur Daniel Rolland, c'est que peut-être que ça s'est dit tout bas, mais moi je dois le dire un peu tout haut. Le magistrat, quand il arrête, surtout le magistrat civil, il vous arrête, mais il doit vous mettre où? Puisque là-bas, il semble actuellement que les personnes arrêtées, les inculpés, ne partent plus directement à Makala, parce que Makala est en pleine réhabilitation. Mais les amigos du parquet qui sont appelés à receler ces Koulouna, c'est-à-dire à garder ces Koulouna ou à garder des personnes arrêtées, ne sont pas absolument suffisants. Vous voyez, il y a une promiscuité et il y a un pléthore considérable, jusqu'au point où actuellement au parquet, les personnes qui sont arrêtées sont d'abord restent là-bas aux amigos, et puis M. Daniel Rolland, c'est lors du prononcé du jugement définitif qu'on prend les inculpés qui sont au parquet et on les amène à Makala. Or, ceci, c'est justement un aveu d'incapacité pour l'État congolais. Nous sommes dans un État, M. Daniel Rolland. Et l'État, s'il doit maintenir l'ordre public, il ne doit pas opérer, comme on avait vu, la libération systématique de personnes condamnées ou non qui venaient de la prison de Makala. Non. L'État doit construire en palliatif d'autres prisons, et puis il y a aussi des mécanismes alternatifs, n'est-ce pas, à la servitude pénale.
Alors, dès lors que l'État fait ainsi, on peut se dire, bon, ces gens-là, quand on va les sortir de la prison de Makala, ce serait pour le mettre où? Pour le placer où? Comment on peut le récupérer? Comment? Parce que pour s'assurer au moins de l'amendement de ceux qui sortent de la prison. Voyez-vous, M. Daniel Rolland, le ministre de la Justice, d'ailleurs, il a le droit d'accorder la liberté conditionnelle aux condamnés, M. Daniel Rolland. Mais le problème, c'est que il faut qu'il y ait une certaine synergie, une certaine collaboration entre le parquet, le ministre de la Justice, ainsi que d'autres acteurs, le magistrat, les OPJ. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les services pénitentiaires, c'est le ministre de la Justice qui en est aussi l'autorité. Et lui, il a dit qu'il n'y ait plus de gens qui vont être envoyés à Makala systématiquement. Monsieur Daniel Rolland. Le magistrat maintenant s'est dit, où enverrai-je ces gens arrêtés? Maintenant le magistrat, il crée une brèche pour se justifier de la libération qu'il opère. Donc à partir du moment où il voit que le fait se trouve être un peu bénin, le magistrat doit libérer. Mais bénin soit-il, il y a des faits aussi qui sont, en tout cas, très graves. Mais le magistrat s'est dit, c'est grave, mais je vais placer la personne où? Dois-je l'envoyer à l'amigo? Il y a un pléthore. Le pléthore qui peut nécessairement déboucher à des décès de prisonniers en raison d'une chaleur qui se dégage dans l'amigo, qui suffoque en même temps, suffoque et asphyxie certaines personnes. Alors que faire? Pas plus loin, on a vu le procureur général près la Cour de cassation qui est parti, je crois bien, sanctionner ou bien interdire un magistrat au niveau du parquet à Kinkole parce qu'un détenu serait décédé. Voyez-vous, monsieur Daniel Rolland? Mais on interdit les magistrats, ainsi de suite. L'État congolais a un système d'agir toujours en aval et non en amont. Or, en amont, il faut d'abord bien organiser les choses. Problème de la prévention. Faire en sorte que, exactement, faire en sorte que les amigos, n'est-ce pas, construire des amigos à des nombres considérables, de telle sorte que, à un nombre, en tout cas, je crois, suffisant pour recéler tous les détenus qui y seront placés. Mais dès lors que, M. Daniel Rolland, vous n'avez pas construit les amigos, dès lors, M. Daniel Rolland, que vous avez interdit qu'il y ait expédition systématique de détenus à la prison centrale de Makala, le magistrat garderait-il le détenu où? Aux amigos, dont le nombre de places sont absolument limitées? Voyez-vous, c'est un problème. Donc, on est en train de créer de problème sur problème. Donc, l'essentiel, je crois bien, j'aurais voulu que le contrôle, donc la sanction que la haute cour militaire a prise sur le magistrat qui a le condamné, puisse l'être aussi pour les autres cas similaires. Voyez-vous, il faut qu'il y ait un contrôle systématique des cas de liberté provisoire accordés par le magistrat. Ce serait mieux. Mais aussi construire deux amigos, en tout cas dans des quantités un peu susceptibles de recéler un nombre considérable de détenus. Et les magistrats se verraient exclus peut-être de faire ce qu'on lui reproche. Et si il faut confirmer l'hypothèse à laquelle le ministre, lui aussi, il a réfléchi, il s'est dit, bon, comme on a un problème là, de l'espace au niveau de la prison centrale de Makala, pourquoi pas, pour le moment, commencer à exécuter, à appliquer la peine de mort. Ça veut dire, si on a arrêté ces colons-là, au lieu de les transférer là-bas, on le tue directement, certainement, ça va résoudre ces problèmes. Merci, monsieur Daniel Rolland. Mais le problème de base, je crois que ce n'est pas à ce niveau-là. Puisque, en réalité, l'on ne peut pas résorber l'incapacité de l'État à construire le prison par des condamnations systématiques de Koulouna à des peines de mort. Non, monsieur Daniel Rolland. Ce serait en réalité une proposition non seulement illégale, mais une proposition qui tuerait l'État davantage. Voyez-vous? Parce que si l'État veut échapper à son incapacité de construire les prisons,
il doit normalement construire, il doit normalement condamner les Koulouna à des peines de mort. Vous voyez, c'est une mesure très dangereuse, monsieur Daniel Roland. Plus que dangereuse même. En quoi? Dangereux parce que l'État, c'est en tout cas une personne morale qui est censée, à qui nous avons confié toute notre capacité, de telle sorte que lui, en contrepartie, puisse faire ce qui semble bon pour le peuple, en assurant l'ordre public. Et l'ordre public ne s'assure pas, monsieur Daniel Roland, en créant le désordre davantage, ou en posant les actes qui sont illégaux. On ne résout pas les problèmes, on ne résout pas un problème par un mécanisme illégal. Non, ça ne tient pas. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Ce qui serait essentiel, ce serait pour l'État de construire justement, comme je viens de le dire, le prison. Et aussi, s'il y a un problème de pléthore dans nos prisons ici à Kinshasa, j'avoue que les prisons qui sont dans nos provinces, qui ne connaissent pas un pléthore considérable, un pléthore déplorable, peuvent nécessairement recevoir le prisonnier même qui sont à Makala. Parce que M. Daniel Roland, dans l'exécution de la peine, le juge n'intervient pas, s'il vous plaît. Ce qu'il faut faire, imaginez que vous avez de criminels des grands chemins qui sont à la prison de Makala. Justement parce que le ministre de la Justice devrait user de son droit d'accorder la libération conditionnelle. Il s'est dit, écoutez, comme j'ai reçu ces pouvoirs de la loi, je dois libérer les prisonniers. Vous imaginez un peu, alors qu'il était très simple de faire l'analyse de chaque prisonnier en cas par cas, au cas par cas, et puis quand il réalise que tel prisonnier a commis un crime un peu plus grave, plutôt que de le libérer parce qu'on doit réhabiliter la prison, on peut justement transprendre une mesure d'autorité, de transfert de prisonniers dans d'autres provinces. Ça peut aussi arriver parmi ces prisonniers libérés, ils sont encore revenus arrêtés parmi ces Koulouna aujourd'hui qu'on nous a présenté. Mais nous avons assisté à une propension considérable du phénomène Koulouna dans certains quartiers. Après cette libération. Mais justement, M. Daniel Roland, si le ministre vient pour prétendre, pour dire qu'il faut arrêter et condamner, c'est parce que lui-même, il oublie que ces mêmes Koulouna arrêtés, parmi ces mêmes Koulouna arrêtés, si on suit bien leur casier judiciaire, leur dossier, on remarquera, M. Daniel Roland, que parmi ces Koulouna, il y a de ceux-là qui sont sortis de la prison lors de l'octroi de la libération conditionnelle. Donc, le droit, vous pouvez user de votre droit, mais il faut user de ces droits-là d'une manière loyale, d'une manière qui vous permet de collaborer avec le magistrat, avec les autorités pénitentiaires qui sont un peu subalternes au ministre. Parce que, je vous ai donné l'exemple que j'estime, pour ma part d'ailleurs, que prendre un prisonnier, le transférer dans une autre prison, ce serait une mesure alternative au pléthore décrié à la prison centrale de Makala. On n'aurait pas normalement sorti tous les prisonniers, comme on l'a fait, même si on a prétendu qu'il y avait normalement des dossiers, bien entendu, qui ont été déjà examinés par des commissions, ce qui laisse aussi entrevoir que ces commissions-là ne font des travaux qui ne sont que leurs parfois. L'essentiel serait, vous prenez certains prisonniers dont les peines ne sont pas encore, n'est-ce pas, échues, vous les envoyez dans certaines autres provinces en les répartissant en autant de prisons, ça résorberait le problème, M. Daniel Roland, de ces pléthores. Maître Cédric, je vous relance. Pensez-vous que les grands problèmes aujourd'hui, c'est un problème lié à la collaboration entre les ministres et les magistrats? C'est pourquoi le ministre arrive à prendre certaines décisions qui arrivent à déranger peut-être. Bon, en fait, en réalité, je dirais que entre le ministre et les magistrats, normalement, il ne doit pas y avoir un problème. Mais si le ministre commence à prendre des mesures pour enfreindre telle prise par le magistrat, c'est à ces moments-là qu'il y aura un problème. Donc, ils sont appelés à collaborer parce que nous faisons partie d'un système où
lorsque les éléments du système ne collaborent pas et chaque élément cherche à poser les actes et à vivre, en tout cas en vase clos, à faire les choses de sa manière sans tenir compte des autres, il y aura du désordre total. Donc, en tout cas, il faut qu'il y ait une collaboration très approfondie entre le ministre et le magistrat. Mais au-delà de ça, le ministre doit rester dans la superstructure. Il doit impulser la construction de prisons. Il doit aider le magistrat à bien faire leur travail. Voyez-vous? Mais quand, comme je l'ai dit tantôt, quand le ministre de la Justice, en tant que membre du pouvoir exécutif, doit assister à une audience, ça donne quelle image, monsieur Daniel Roland? Ça peut influencer, ça influence les choses d'une manière, ça met même la pression envers les magistrats, Maître Cédric. Mais exactement, ça laisse transparaître que le magistrat sont en tout cas en train de subir une pression, voyez-vous, du pouvoir exécutif par le ministre de la Justice. Le mieux serait, en tout cas, de laisser les magistrats faire leur travail. Le magistrat, il reste là, il fait son travail, et puis à la fin, il fixe le dossier, le juge condamne si possible. Mais c'est comme si aussi la présence du ministre pousse à croire, ou laisse croire, que laisser le magistrat instruire les dossiers en toute indépendance, comme on les connaît bien, il y aurait en tout cas des acquittements. Des acquittements parfois monnayés, il y aurait parfois des libérations. Alors pour éviter tout ça, il faut en réalité qu'il y ait la présence d'une personne. Dans ces cas, il y a un problème de confiance entre les deux parties. En tout cas, je sais très bien que nous devons faire foi au juge, nous devons faire foi en la confiance, nous devons faire confiance aussi au juge, mais le plus grand problème, c'est l'indépendance du magistrat. Le plus grand problème, c'est que l'on craint, n'est-ce pas, la corruption du magistrat, parce que la corruption dans le secteur judiciaire, il est systématisé. Voyez-vous, monsieur Léon Roland. Donc, pour éviter tout ça, il était question que le ministre de la Justice, je crois bien qu'il vienne assister. Allez, on parle aussi aujourd'hui de la possibilité de commencer à transférer les prisonniers, les Kuluna, à la prison d'Angenga, cette prison que les gens des droits humains refusaient à l'époque, de la même façon qu'on refusait Guantanamo. Est-ce qu'aujourd'hui, faire la main en culpa avec cette décision, ce n'est pas quelque chose qui relève d'une inégalité qui n'est pas bien? Bon, moi, personnellement, j'apprécie la mesure, en fait, la proposition, parce que vous, à votre niveau, lorsqu'on arrête les Kuluna, vous nous dites que ces Kuluna arrêtés, ils sortent de la prison par des libérations prises ordonnées par le magistrat, instructeur, et parfois par le juge. Comment éviter cela? Alors, comment aussi, M. Daniel Roland, éviter qu'il y ait une propension de Kuluna dans nos villes? C'est que il faut normalement envoyer les Kuluna dans des provinces, exécuter les peines là-bas en province. Peine de mort? Non, non. Ça dit qu'en fait, peu importe la nature de la peine prise ou comment prononcée par le juge, les Kuluna à son niveau, quand il part à Angenga, qui est largement distancé de la ville de Kinshasa, même s'il est libéré, l'État ne lui donne pas l'argent pour regagner la ville. Ça veut dire autrement que le Kuluna aura à l'esprit l'idée d'après laquelle, en tout cas, si je pars à Angenga, j'aurai du mal à retourner à Kinshasa, je n'aurai pas d'argent, je n'aurai pas les moyens, alors ce serait une autre vie qu'il commence là-bas. Donc, le mieux serait Kinshasa, s'ils seront emmandés en province, ce serait mieux, mais Kinshasa ne connaîtra plus ces phénomènes des Kuluna qui quittent la prison, regagnent le même lieu. Vous savez, monsieur Daniel Roland, le milieu ou l'environnement impacte davantage sur l'éducation de la personne. C'est-à-dire, il y a des milliers qui recèlent certaines gènes criminogènes, au point que lorsque vous y entrez, vous n'étiez pas Kuluna avant, mais vous pouvez les devenir en raison de ce qui de l'entourage. L'entourage, en réalité, c'est aussi un milieu inévitable, parce que partout où vous irez, vous serez entouré de personnes. Alors, du coup, au lieu de sortir de la prison pour revenir encore à Yolo, au lieu de sortir de la prison pour revenir encore à Kasavubu et autres, l'essentiel serait de vous envoyer à Angenga. Maintenant, si vous étiez le cerveau moteur,
de ces Koulounaires, si vous étiez par exemple les généraux, parce qu'on les appelle des généraux, les généraux, tout ça, vous maintenant, après 5 ans, 10 ans, on ne vous voit pas, plutôt que de retourner dans le même quartier où vous avez sémé les Koulouna en question, afin que ça puisse prendre cette propension, vous ne reveniez pas non plus. Alors, que faire? C'est que vous verrez ces gens restants qui n'étaient pas appelés des généraux, mais qui n'étaient guidés que par vous, et leur esprit était facilement malléable par vous, ils vont peut-être se désolidariser du phénomène Koulouna. Et à mesure qu'on les arrête, à mesure qu'on les envoie dans des contrées lointaines de la ville de Kinshasa, rassurez-vous, messieurs Daniel Roland, il y aura nécessairement, forcément, une réduction du phénomène. Mais là-bas aussi loin, il y a aussi des Congolais, c'est de mettre les gens qui restent dans des provinces en danger, parce que c'est ce qui se passe avec des prisons qui sont en province. En tout moment, on attend des choses ici qui aillent échappatoire, des gens qui ont échappé à des telles ou telles prisons. Si au niveau de Kinshasa, ici, certainement l'État n'arrive pas à prendre des bonnes décisions, des dispositions pour arrêter ces phénomènes, et si ça arrivait au niveau des provinces, ça sera très difficile, Maître Cédric. Merci beaucoup pour la question. Et c'est une inquiétude justifiée, votre inquiétude. Mais le plus grand problème, monsieur Daniel Roland, c'est à quel niveau? C'est que, en fait, le pouvoir central ne transfère pas le Koulouna en province pour que ces derniers puissent s'aimer encore le même phénomène là-bas. Non. Mais il prend la mesure de transfèrement justement pour permettre c'est que ces Koulouna, dès lors qu'ils exécuteront leur peine, qu'ils ne reviennent pas à la case du départ. Parce que, monsieur Daniel Roland, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt et j'insiste, que le millier, monsieur Daniel Roland, impacte considérablement sur ces phénomènes. Si en réalité, le phénomène Koulouna a eu une propension, en tout cas considérable, c'est justement parce que là où vivent les Koulouna, quand ils sont arrêtés, ils sont libérés, ils reviennent toujours au même milieu. Et dans le même milieu, il a les mêmes amis. C'est le même environnement, les mêmes acteurs, les mêmes éléments, la même structure. Rien ne change, monsieur Daniel Roland. Alors, dès lors que rien ne change, vous savez que ce serait le même système qui va se perpétrer dans le temps. Pour éviter ça, il faut, on ne les envoie pas en province pour errer ici et là. Non, on les envoie en province pour exécuter leur peine de servitude pénale à temps. Si en réalité on les condamne à une peine de mort et que l'exécution n'est pas intervenue aussitôt, ils peuvent toujours aller en prison en province. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, parce que la loi ne dit pas que celui qui est condamné à la peine doit nécessairement exécuter sa peine au lieu du prononcé, ou bien en prison du ressort du tribunal qui a prononcé la peine. Non. Voyez-vous, parce que l'exécution, c'est le ministre de la Justice qui peut décider de là où ça peut être exécuté, ainsi de suite. Alors, et donc, à mon humble avis, j'ose croire que le transfèrement de Koulouna en province n'aura pas pour effet la propension considérable de Koulouna là où ils vont. Il suffit seulement, votre inquiétude pour que ça soit pallié, il suffit que l'État congolais puisse, dès lors qu'il transfère les Koulouna en province, puisse renforcer le mécanisme de sécurité, le mécanisme de surveillance, le mécanisme d'amendement, le mécanisme de réinsertion et de resocialisation. Ce serait en tout cas mieux, et les provinces ne connaîtront pas, ne subiront pas le comportement que Kinshasa avait subi. Finissons cette thématique avec la toute dernière question. La ministre, l'ancienne garde des Sceaux, madame, j'ai oublié son nom, l'ancienne ministre Rose Mutombo, de ces gouvernements, le gouvernement Sama Lukonde, elle avait pris cette décision, cet arrêté concernant la peine de mort, l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo, mais il y avait des infractions qui étaient bien fixées, précises pour appliquer cette peine de mort. Parmi les infractions, il n'y avait pas des infractions liées, par exemple, au phénomène Koulouna. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, ces phénomènes, quelqu'un qui est dans ces phénomènes, on peut-il qualifier cette infraction comme de la trahison, qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice, Moutamba, peut venir dire que désormais, les Koulouna vont commencer à être exécutés, donc l'exécution de la peine de mort.
Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland, pour la question. En fait, on parle souvent du principe de la continuité de l'État. L'État doit, en réalité, l'État ne s'identifie pas par les personnes qui exercent le pouvoir, n'est-ce pas? Mais l'État s'identifie en réalité par les fonctions qu'exercent ces personnes. Comme pour dire que les personnes passent, mais les institutions demeurent. Et donc, Madame Rose Mutombo avait pris une circulaire, laquelle M. Daniel Roland, en tout cas, faisait en fait, voudrait instituer, en fait, lever d'abord les moratoires sur l'exécution de la peine de mort. Quand il a pris cette mesure, au travers de sa circulaire, elle a précisé les infractions qui feront l'objet de cette peine de mort. Les infractions dont le juge, non seulement, excusez-moi, les infractions dont la peine de mort doit être exécutée. Parce que depuis bien longtemps, la peine de mort, elle était prononcée. Son prononcé n'avait pas été suspendu, mais la peine de mort, elle n'était pas exécutée. C'est ainsi que Madame Rose Mutombo avait pris une circulaire pour lever le moratoire sur la peine de mort. Et puis, elle a précisé le contour, n'est-ce pas, les infractions qui sont concernées dans l'exécution. Et au nombre de ces infractions, figure bien entendu, M. Daniel Roland, l'association de malfaiteurs. Vous ne me contredirez pas que les Koulouna, en tout cas, forment de criminels. Ils ont de postes, comme on l'a dit tantôt, général et autres. Il y a des maîtres, il y a des supérieurs, tout ça qui guide la bande. Ils ont en tout cas le zère auquel ils se battent. Donc, comme pour dire, M. Daniel Roland, que le ministre de la Justice, ayant remarqué, bien entendu, que la peine de mort avait été levée, n'est-ce pas, les moratoires de l'exécution de la peine de mort avaient été levés par la ministre Rose Mutombo, et que le phénomène Koulouna devra aussi, l'État devant lutter contre le phénomène Koulouna, le ministre de la Justice a voulu que ceux qui seront condamnés à mort puissent être exécutés. La seule question peut-être, c'est que ceux qui ont été condamnés sous le gide de cette circulaire, ont-ils été exécutés? Pas encore. Voyez-vous? Mais le ministre voudrait s'assurer bien entendu de l'exécution à venir au travers le Koulouna qui seront condamnés. Donc, M. Daniel Roland, Madame Rose Mutombo, parmi les infractions désignées pour l'exécution de la peine de mort, elle avait aussi pris en compte l'association de malfaiteurs. Donc, vous verrez que l'association de malfaiteurs, le terrorisme et autres, c'était en réalité les infractions qui commettent le Koulouna. Alors, d'une thématique à une autre, Maître Cédric, on va parler maintenant de la condamnation de Corneille Nangaa et ses complices liés à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces procès qui s'exigent encore au niveau de l'appel. Mais cette fois-ci, des grandes décisions prises par rapport à ça, par rapport à ces procès. Exécution immédiate de la peine de mort envers Corneille Nangaa et ses complices. Lancement immédiat des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa, mais aussi les biens, meubles et immeubles de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa et ses complices, seront vendus aux enchères, question d'indemniser, voulais-je dire, les victimes de ce qui se passe dans l'Est. D'entrée des jeux, comment vous trouvez ces décisions des juges avant d'aborder cette question de la vente aux enchères et puis de la peine de mort proprement dite? Merci, M. Daniel Roland. En fait, en réalité, la juridiction qui a prononcé la décision l'a fait d'une manière indépendante et a condamné à mort le Corneille Nangaa et ses complices. Je crois qu'on est Nangaa, c'est par défaut. Ouais. Et puis ses complices, le jugement était contradictoire. Ceux qui étaient arrêtés là, qui sont appelés aussi à être exécutés à mort. Mais le problème, M. Daniel Roland,
c'est que l'exécution de la peine au travers le pays, n'est-ce pas, qui ont aboli la peine de mort poserait problème, puisque ceux qui ont le statut, les pays qui sont membres, n'est-ce pas, au statut de Rome, le statut de Rome ne les impose pas d'appliquer nécessairement le peine assorti, n'est-ce pas, de ces statuts. Le statut de Rome leur laisse la liberté ou le libre choix de condamner aux peines soit prévues par leur texte interne, soit aux peines prévues par le statut de Rome, n'est-ce pas, assorti bien entendu de ces crimes internationaux. Et donc, la question de l'exécution du mandat d'arrêt international n'est pas liée à la peine à laquelle le condamné ont été, n'est-ce pas, condamnés, justement parce que le pays, quand un pays est appelé à exécuter un mandat d'arrêt international, c'est pour l'arrestation. Il va procéder à l'arrestation de Corneille Nangaa. Mais Corneille Nangaa se trouve où? Est-il à l'étranger? Corneille Nangaa, il est au Rwanda? Il est en France? Non. Corneille Nangaa, j'ose croire qu'il est jusqu'à preuve du contraire sur le territoire de la République démocratique du Congo. Mais comme formant une bande de groupes armés, comme formant un groupe armé, c'est ainsi que son arrestation, en tout cas, appelle un renfort qui doit nécessairement impliquer l'intervention non seulement d'autres États, parce que la RDC est agressée, mais aussi la Cour pénale internationale peut aussi agir. Mais il faut avouer que la Cour pénale internationale n'agit que dès lors que l'État congolais ou l'action de l'État s'avère incapable, n'est-ce pas, de juger Corneille Nangaa, ou dès lors que l'on n'est pas à même d'enquêter sur Corneille Nangaa. Ce serait peut-être mieux de saisir la Cour pénale internationale, auquel cas, elle, à son niveau, peut enquêter, instruire sur Corneille Nangaa, parce que nous, en tout cas, en tant que RDC, si on condamne par défaut et autres, l'exécution de Corneille Nangaa se fera comment? C'est pourquoi le ministre veut recourir au travers des mandats d'arrêt international pour solliciter les renforts par d'autres États, par la CPI et autres, si on peut nous aider sur l'arrestation de Corneille Nangaa. Mais c'est logique aussi cette décision de mettre ces biens, meubles et immeubles aux enchères, vendre ça pour soi-disant indemniser les victimes de ces atrocités au niveau dans l'Est de la RDC. En fait, en réalité, M. Daniel Rolland, il est prévu la confiscation spéciale de tous les biens des criminels. C'est-à-dire, si un criminel comme Corneille Nangaa a commis certains crimes, en réalité, au-delà de la condamnation à la peine principale, la loi prévoit, l'article 5 du Code pénal, si vous descendez, la loi prévoit aussi que le criminel peut faire l'objet de confiscation de biens qui ont concouru à la commission d'une infraction. Seulement, le plus grand problème, c'est que le bien que saisit ou le bien dont la juridiction ordonne la confiscation doivent être des biens nécessairement ou forcément liés aux infractions commises. Et non de biens qui sont lointains. Par exemple, sa parcelle qui est ici à Kinshasa, qu'il l'a acquise bien avant qu'il intègre, qu'il forme le FC. Vous voyez un peu? Exactement. Donc, bref, j'ose croire que c'est à titre de réparation. Là, on n'est plus sur le champ pénal. Non. Parce que le juge pénal, M. Daniel Rolland, peut à tout moment ordonner la réparation d'office. Et en matière civile, ou même quand il est saisi pour la réparation par des victimes, peut aussi ordonner que la réparation pourrait intervenir, la réparation serait à tel montant de somme d'argent. Puisque dire que tous les biens de Corneille Nangaa doivent faire l'objet de vente aux enchères, en tout cas, je ne vois pas le juge pénal être muni de ses pouvoirs
En tout cas, M. Daniel Rolland, ça, à moins que j'aie lu d'une manière approfondie la loi, mais à la limite de mes connaissances, le juge pénal n'en a pas la compétence d'ordonner la vente aux enchères. Non, comment il va le faire? Il est incompétent de le faire. Il ne peut pas. Mais je sais quand même que le juge congolais, militaire ou civil, peut ordonner la réaction, n'est-ce pas, à tel ou tel autre montant de sommes d'argent. Alors, parce que le bien des Corneille Nangaa doivent être connus. Et les biens pour lesquels la réparation doit être ordonnée doivent être aussi déterminés et précis. Mais quand on n'a pas tous ces éléments-là, ce serait mieux de condamner Corneille Nangaa à une somme d'argent, colossale soit-elle, pharaonique soit-elle, éléphantesque soit-elle. Les victimes maintenant, M. Daniel Rolland, vont procéder par l'exécution de cette décision. Et comment ils vont le faire? Ils vont prendre cette décision pour soit procéder à des saisies immobilières. Si on connaît le bien de Corneille Nangaa et que l'on est victime de crimes commis par Corneille Nangaa, nous pouvons, avec la décision donnée par le juge sur le montant de la réparation, aller saisir ces parcelles. Ça voudrait, en contrepartie, dire qu'il faut connaître, identifier ces biens, les évaluer et puis le vendre pour se faire payer. Et la procédure de la saisie de biens de Corneille Nangaa, de vente de biens de Corneille Nangaa, c'est une procédure, M. Rolland, qui est tout autre et qui échappe même au juge pénal, puisqu'il n'en a pas, même le ministère public ne pourrait pas le faire parce qu'il est incompétent de procéder à des ventes aux enchères. Ce serait en réalité le personne bénéficiaire de condamnation civile ordonnée par le juge, n'est-ce pas, pénal, de procéder à des saisies immobilières, à des ventes aux enchères, parce que toute saisie en réalité peut déboucher soit à une saisie-attribution d'un immeuble, soit à la vente d'un immeuble pour se faire payer, plutôt que le juge militaire puisse ordonner la vente. En tout cas, cette mesure, vous savez, le juge congolais est soumis à la seule autorité de la loi. Ça voudrait dire que le juge congolais doit faire ce que lui recommande la loi. Alors, pour les problèmes de vente aux enchères des biens de Corneille Nangaa, ça je ne vois pas. D'ailleurs, par les passés, il faut avouer que lorsqu'un criminel commettait des infractions, M. Daniel Rolland, la loi recommandait que l'on puisse saisir, n'est-ce pas, confisquer tous ces biens, ceux qui ont concouru à la commission des infractions qu'on lui reproche, et ceux qui n'ont pas concouru à la commission des infractions. Pas seulement c'est bien, mais on peut aussi saisir le bien de sa femme ou encore de ses enfants. En tout cas, sa femme, non, pas ça, parce qu'en réalité, la responsabilité pénale est individuelle. Ça voudrait dire que lorsque Corneille Nangaa commet ces faits, c'est pas sa mais seulement, M. Daniel Rolland, à partir du moment où Corneille Nangaa a commis des infractions, l'ancien texte qui prévoyait la confiscation générale et spéciale, en réalité, la confiscation générale n'existe plus, elle est proscrite. Vous voyez, ce qui existe. La confiscation générale et spéciale, ça concerne même les biens la confiscation générale à votre femme ou la, bien encore à vos enfants. La confiscation générale, ça concernait tout le bien appartenant à celui qui a commis l'infraction. Il s'agit bien ici de biens qui ont concouru à la commission directe de cette infraction et des biens qui n'ont pas concouru à la commission de ces infractions-là. C'est ainsi, M. Daniel Rolland, lorsque par exemple Corneille Nangaa commet telle ou telle autre infraction, on avait, si on était sous l'égide de l'ancien texte, on aurait confisqué ces parcelles. Or, il y a des parcelles que Corneille Nangaa a eu ici à Kinshasa, achetées à Kinshasa, avant même qu'il ne commette ces faits-là. Mais par la confiscation générale, il fallait, n'est-ce pas, confisquer tout le bien qui lui appartient. Mais la confiscation générale n'existe plus. Ce qui existe, c'est la confiscation spéciale. Ça veut dire, M. Daniel Rolland, lorsque vous commettez une infraction au moyen d'armes de guerre, on doit en réalité confisquer cette arme-là. Lorsque vous avez blanchi, n'est-ce pas, autant de sommes d'argent, les sommes d'argent blanchies ne peuvent pas, n'est-ce pas, M. Daniel Rolland, vous être restituées. Ils doivent être confisqués. Lorsqu'aussi vous avez acheté deux parcelles avec les sommes d'argent, je dirais, lessivées au travers par le blanchiment d'argent, en réalité, les sommes d'argent doivent être confisquées et les parcelles qui
ont été achetés par ces sommes doivent être aussi confisqués. Donc, vous comprenez que la confiscation générale n'existe plus. Donc, il n'y avait pas moyen que le juge puisse ordonner une pareille mesure. Mais seulement, le juge aurait dû condamner, par exemple, à $1 milliard. Et on sait bien que par $1 milliard, on va saisir tous ces biens ici, ainsi de suite. Ça n'atteindra même pas cette somme-là. Mais si on l'arrêtait, il passe par la peine de mort, on l'exécute, ça puisse remettre tous ses biens entre les mains de ses enfants ou bien de sa femme, sa famille en général. Non, monsieur Daniel Roland, en réalité, il faut avouer que le bien auquel monsieur Corneille Nangaa concourt en copropriété avec ses enfants et sa famille et sa femme, ces biens-là sont susceptibles de vente, certes, sont susceptibles de confiscation, comme le juge l'a fait, mais ce n'est que la part revenant à Corneille Nangaa qui sera attribuée aux victimes. Si une parcelle appartient exclusivement à Corneille Nangaa ou un bien meuble appartient exclusivement à Corneille Nangaa, ces biens sera vendu et puis les victimes seront réparées. Parce que là, M. Daniel Roland, on est sur un champ absolument civil. On a saisi le juge, les victimes saisissent le juge pénal pour se faire payer. Soit s'ils ne l'ont pas saisi, le juge pénal a la possibilité, en tout cas, d'ordonner une réparation d'office. Seulement, dès lors que le juge leur donne, quand les victimes viennent pour saisir, ils ne prennent pas toutes les parcelles de Corneille Nangaa, même celles dans lesquelles il concourt avec ses enfants. Non. Il est possible de saisir le bien où il est en copropriété et ses biens propres. Mais les biens où il est en copropriété feront l'objet lors de la vente, du partage de prix en autant de copropriétés qu'il y a. De telle sorte que le montant revenant à Corneille Nangaa, si par exemple c'est $1 million qu'on vend sa parcelle de Goumbédébé de Galema ici, à 500 000, 1 million, s'il concourait en copropriété avec ses enfants, on va faire quoi? On va prendre 1 million divisé par 4, par exemple, s'il a 4 enfants ou avec sa femme. Alors, la part lui revenant, c'est déjà $50 000, on récupère ça. On récupère ça pour attribuer à qui? Aux victimes. Mais encore faut-il déterminer cette panoplie des victimes qui ont été victimisées par la guerre à l'est du pays et au travers des faits de Corneille Nangaa. Et si Nangaa n'est pas content avec cette procédure, cette manière de faire les choses de la justice congolaise, elle peut aussi amener la RDC à aller accuser la RDC au niveau international. En tout cas, je crois que ce n'est pas possible. En tout cas, je crois que peut-être au niveau de la Cour pénale internationale, il n'y a pas moyen, parce qu'elle est saisie déjà par l'État et les organisations internationales. Au niveau de la CIJ, elle est saisie aussi par les États, ça ne tient pas. Peut-être que la Cour africaine des droits de l'homme, je ne vois pas non plus... bon, en fait, de toute évidence, j'ose croire que la RDC, au travers de ses juridictions, a prononcé des décisions par défaut, mais il faut avouer que les décisions par défaut sont aussi susceptibles des recours. Mais il faut faire attention. Dès lors qu'on prononce une décision par défaut, si le recours n'est pas fait, il y a un certificat de non-opposition que peut prendre l'État congolais ou les victimes. Quand il prend un certificat de non-opposition, M. Daniel Roland, quand l'appel n'est pas non plus fait, il y aura aussi un certificat de non-appel qui sera aussi pris. Dès cet instant, l'arrêt rendu à cet effet devient inattaquable, non susceptible de recours. C'est un peu ça. Alors, Maître Cédric Toumba, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Vous concluez l'émission. En tout cas, merci beaucoup, M. Daniel Roland. Comme je l'ai dit de l'entame de cette émission, que c'est dans un climat de deuil que l'on fait cette émission, puisqu'on a perdu un éminent et érudit professeur, Tassoki Manzele, et que Dieu, en tout cas, paie à son âme. Alors, comme disait Mamadou Ampateba, en Afrique, la mort d'un vieillard, c'est toute une bibliothèque qui brille. C'est un éminent professeur que moi, je voyais souvent à l'époque, quand j'étais à l'Inikin, comment il était entouré par les étudiants. J'ai vu beaucoup. Hein.
beaucoup qui sont passés par l'université de Kinshasa en train de regretter le départ de ces professeurs, que son âme repose en paix. Alors, Maître Sédic, merci d'avoir une fois encore répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes doctorant, juriste des formations, chercheur en droit, mais aussi secrétaire général des consommateurs à l'ESE. Merci, monsieur Léon Roland. Alors, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis, spécialement au général Bundu Lumpungu à mairie. Et on va se retrouver prochainement pour le prochain numéro de cette émission. Que vive la RDC, restez-nous toujours fidèles. Merci.